À l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la victoire des peuples européens sur le nazisme hitlérien, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé lors de la parade militaire spectaculaire de Moscou. Il a aussi demandé au peuple du monde de ne pas répéter les erreurs de l'histoire concernant le nazisme, qui représente le déni et l'annihilation de l'autre en général, et le fascisme, c'est-à-dire la guerre sanglante et fratricide pour renflouer les caisses des États impérialistes. Je vais vous lire à cette occasion l'interview de Fabrice Grenard, historien de la Fondation sur la Résistance, par RT France. Qui sont ces Russes qui ont rejoint la résistance française? Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux citoyens russes et soviétiques ont rejoint les rangs de la résistance pour lutter ensemble contre l'occupation nazie avec le peuple français. Aujourd'hui, nous revenons sur leur histoire. Si la résistance française a joué un rôle clé dans le combat contre l'occupation allemande, on aborde rarement la question de la participation étrangère un peu partout du monde, et notamment l'engagement des personnes d'origine russe dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Et pourtant, ils furent très nombreux à combattre avec les Français contre l'ennemi commun. En cette période historique tragique, les destins des Russes et des Français se sont croisés. Selon le dernier recensement réalisé avant la guerre en 1936, la France comptait près de 80 000 Russes ou naturalisés d'origine russe. Beaucoup d'entre eux sont venus en Europe à la suite de la révolution bolchevique de 1917. Certains exilés, tantôt appelés Russes blancs, tantôt émigrés de la première vague, ont, après le drame du déracinement culturel, rejoint la résistance dès la première année de l'occupation pour défendre la France et ses valeurs. Le phénomène de la participation russe dans la résistance comprend deux aspects. D'un côté, on retrouve les émigrés russes révoltés par l'offensive allemande contre l'URSS, et de l'autre côté, des prisonniers de guerre soviétiques envoyés par les Allemands pour réaliser des travaux forcés en France. Donc tout ce qui n'était pas considéré comme allemand nazi était de toute façon, tous les gens étaient envoyés, même des Français, en travaux forcés. Après leur évasion, ces soldats soviétiques rejoignaient souvent les groupes de la résistance. Fabrice Grenard, historien et chef du département recherche et pédagogie de la Fondation sur la Résistance, auteur du livre La traque des résistants, édition Talendier, a répondu à nos questions RT France sur l'implication russe dans la résistance française. RT nous demande: la résistance française constituait une force de premier plan dans la lutte contre l'occupation allemande, mais peut-on évoquer un phénomène de participation russe à la résistance? Fabrice Grenard répond: c'est peut-être un phénomène méconnu, mais effectivement on peut parler de participation russe à la résistance française. Il y a d'ailleurs un symbole assez fort. Lors de la Libération, un défilé de la victoire a été organisé le 26 août 1944 et il y a un détachement de partisans soviétiques qui défile parmi les troupes ce jour-là tous les ans depuis sur les Champs-Élysées. On estime à peu près, et c'est très difficile de faire une estimation juste, que 4 à 5 000 soviétiques au moins ont fait partie de la résistance française, notamment de la FFI, les forces françaises de l'intérieur, à la fin de la guerre. On sait qu'il y a des Français libres qui ont combattu sur le front de l'Est, c'est l'unité Normandie-Niemen, notamment dans l'aviation soviétique. Mais il y a aussi des Soviétiques qui ont combattu sur le sol français contre l'armée d'occupation allemande, évidemment avec des motivations et des profils très variés. Les Russes à l'époque se considèrent d'abord comme des Russes. Leur slogan c'était « On n'est ni rouge ni blanc, mais on est russe avant tout ».
Le problème, ce n'est pas Staline ou le régime en place en Russie, mais le problème, c'est que si notre pays, la Russie, est menacé dans sa souveraineté, quel que soit le régime en place, il faut le défendre. Et ces gens-là, évidemment, vont rejoindre le camp de la résistance. Et ils se recrutent en général dans les jeunes notamment qui font des associations de jeunesse, des associations patriotiques russes avant même la guerre, pendant la montée du fascisme dans toute l'Europe. Et ces jeunes, ce sont souvent des enfants d'émigrés russes. Les naturalisés russes, qui ont obtenu les papiers français, qui sont très attachés à la France, ils sont très redevables à la France de les avoir accueillis lorsqu'ils sont arrivés entre deux guerres, de leur avoir permis de s'intégrer et de travailler. Et comme ils sont très intégrés en France, lorsque la France est attaquée en 1940, ils vont chercher à la défendre. Et donc on a les figures de jeunes Russes, souvent qui viennent d'être naturalisés avant la guerre, qui vont jouer un rôle pionnier, un rôle d'avant-garde dans la résistance, qui vont participer à la mise en place des premières organisations de la résistance, notamment à Paris. Et l'exemple le plus connu, c'est le réseau du Musée de l'Homme à Paris, dont les deux grands leaders sont deux savants qui étaient des émigrés russes qui avaient obtenu la naturalisation. C'est Boris Vildé notamment, qui est né à Petrograd, à Leningrad qui est maintenant Saint-Pétersbourg, en 1908. Sa famille donc s'est installée en France, et c'est Anatole Levitsky, fils d'un sénateur du tsar Nicolas II, qui lui aussi travaillait comme linguiste au Musée de l'Homme. Et ces deux chercheurs fondent dès l'automne 1940 ce qu'on considère comme la première organisation de résistance en France en zone occupée. C'est l'organisation du Musée de l'Homme. Et Boris Vildé va être arrêté au printemps 1941, puis condamné à mort et exécuté au Mont Valérien en 1942. Et pendant toute sa période d'emprisonnement, il va rédiger un journal, et ce journal permet de comprendre ses motivations. Il explique qu'il aime la France parce que la France l'a accueilli, donc il est reconnaissant. Pour lui, la France était un beau pays qu'il fallait défendre. On voit bien donc qu'il y avait effectivement, dès le départ, des Russes naturalisés qui jouent un rôle important dans la résistance. Il y en avait aussi qui ont fait le choix de rejoindre la France libre à Londres pour continuer la lutte avec une personnalité célèbre qui est Anna Marly. Elle est née à Petrograd, donc toujours à Saint-Pétersbourg, également au début du siècle, et s'est réfugiée en France après la Révolution. C'était une artiste musicienne, et après l'exode en mai 1940, elle passe en Espagne, au Portugal, puis elle va rejoindre Londres, et elle va s'engager dans les forces françaises libres, les FFI, auprès du général de Gaulle. Et c'est elle qui va composer la musique du chant des partisans, en russe d'abord, qui va être traduit en français, qui va devenir l'hymne officiel de la résistance française. Au départ, elle compose ce chant en s'inspirant d'une chanson russe qu'elle a entendue dans sa jeunesse, et les premières paroles du chant sont des paroles russes, avant que Maurice Druon et Joseph Kessel écrivent les paroles en français qu'on connaît aujourd'hui. Voici donc une autre figure d'émigrés russes qui a joué un rôle d'importance dans la résistance française. Je cite, « Ce sont des gens qui refusent le régime nazi et fasciste, ce sont des gens qui aiment la France, et ce sont des gens qui peuvent agir pour des raisons humanitaires, pour aider les autres. » Il y a aussi des émigrés russes qui vont jouer un rôle capital dans les premiers réseaux. Dans la résistance française, on distingue deux organisations. Tout d'abord, les mouvements et les réseaux. Les mouvements ont plutôt une action politique, créer un journal clandestin, etc. Les deuxièmes, les réseaux, c'est plutôt des actions de terrain, aider des gens à se cacher, apporter une aide matérielle, donner des renseignements, etc. Et là aussi, l'un des premiers réseaux qui se développe à Paris, en zone occupée nazie, dès 1940-1941, c'est un réseau qui prend naissance dans le milieu ecclésiastique
chrétien orthodoxe russe, qui a à sa tête la mère Marie et le père Dmitri, qui avant-guerre aidaient déjà des pauvres en leur apportant une aide depuis la rue Lourmel à Paris où ils étaient installés. Et lorsqu'arrive l'occupation nazie, il continue cette aide humanitaire, mais à l'égard des personnes exécutées, notamment des prisonniers de guerre évadés, les juifs, les résistants qui cherchent à se cacher. Et donc Mère Marie va développer, à partir de son réseau ecclésiastique chrétien orthodoxe parisien, le réseau qu'on appelle le réseau de la rue de Lourmel. Elle sera arrêtée en février 1943 et ensuite déportée à Ravensbrück où elle va mourir en 1945. Donc là, on est sur la première forme de la résistance dans laquelle on a des émigrés russes qui sont arrivés en France entre les deux guerres et qui jouent un rôle magistral. Leurs motivations, le plus souvent, sont antifascistes, contre la guerre. Ce sont des gens qui refusent le régime nazi. Ce sont des gens qui aiment la France. Et ce sont des gens, et on le voit avec la mère Marie notamment, qui peuvent agir pour des raisons humanitaires. Aider son prochain et religieuses. Outre des Russes blancs et des immigrés, de nombreux soviétiques ont également été impliqués dans la résistance. Comment, nous demande RT France, se sont retrouvés en France pendant la guerre les soviétiques? Dans quelle région étaient-ils implantés? Fabrice Grenard répond: à partir de 1943 apparaît une autre forme de résistance qui va concerner les soviétiques qui sont amenés en France par les Allemands nazis. Il faut bien comprendre que lors de la grande offensive de juin 1941, qui va ramener la Wehrmacht juste aux portes de Moscou en décembre 1941, puis de nouveau lors de la deuxième offensive de printemps de 1942, qui va ramener les Allemands jusqu'à Stalingrad, les Allemands font un nombre considérable de prisonniers. Ils font plus de 5 millions de prisonniers de guerre. Et ces prisonniers ensuite vont être amenés dans des camps de concentration. Et on sait que les Allemands ne respectaient pas les lois de la guerre à l'égard de ces prisonniers, peu importe d'où ils venaient, c'est-à-dire qu'ils étaient très mal nourris, beaucoup ont été condamnés à mort, etc. Et aussi, les Allemands vont transférer en France de nombreux prisonniers de guerre soviétiques dans le cadre de commandos de travail. C'est-à-dire que des Allemands nazis créaient des camps de travail avec des soviétiques et d'autres nationalités pour les faire travailler de force, soit dans des mines, soit pour la construction d'ouvrages militaires, etc. Et on a ici de 30 à 40 000 soviétiques qui arrivent en France par ce biais pour faire du travail forcé et seront localisés essentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais et dans l'Est de la France. Ou alors on les retrouve aussi dans tout le sud-ouest, notamment pour travailler à la construction du mur de l'Atlantique, pour empêcher les Alliés de débarquer. À partir de 1943, Hitler veut protéger tout le littoral français par un mur dit de l'Atlantique, en prévision du débarquement allié. Et donc ils utilisent des prisonniers de guerre russes pour participer à cette construction. En fait, pour tout faire à leur place, plutôt. Et ces soviétiques qui se trouvent sur le sol français dans des conditions terribles, parce que souvent elles sont sous-alimentées, soumis aux travaux forcés, etc., beaucoup effectivement vont avoir envie de déserter. Et c'est ainsi que cela va se passer. Mais le problème pour un Russe, un Ukrainien, un Géorgien, un Balte, qui quitte son camp de travail en 1943-1944, c'est qu'il ne connaît pas forcément la langue, et en général est tout de suite repérable à ses vêtements, etc. Donc s'ils désertent, ça veut dire qu'ils sont obligés de rejoindre une structure qui va les prendre en charge. Et cette structure en général, c'est la résistance. C'est pour cela qu'on va trouver des soviétiques qui vont rejoindre les maquis dans le sud de la France ou les détachements dans le nord. Et la deuxième région qui est concernée par la présence soviétique, c'est plutôt le sud-ouest avec les travailleurs qui participent à la construction du mur de l'Atlantique. Et là, on en a beaucoup qui rejoignent le maquis. Et puis la dernière chose, on a aussi des unités de l'Ostlegion, les enrôlés de force dans l'armée allemande, qui vont véritablement se mutiner, se rebeller. Donc des Allemands qui ne sont pas du tout d'accord avec le nazisme.
et c'est celle d'Oleg Ozerov. Fait prisonnier en 1941, il est transféré en France en 1943 dans le secteur de Bordeaux. Il travaille à la construction d'une base de sous-marins pour les Allemands et là aussi il est contacté par des militants communistes locaux. Il parvient à s'évader avec 5 de ses camarades et il va rejoindre les maquis de Lorette dans le Lot-et-Garonne, les principaux maquis du secteur où il y aura plusieurs dizaines de soviétiques déjà. Et c'est au sein des maquis que Oleg Ozerov, avec ses camarades, vont participer à la libération du Lot-et-Garonne d'abord et de Bordeaux ensuite. Encore une autre histoire, c'est celle du commandant Vania, c'est le diminutif d'Ivan. Son vrai nom c'est Vartan, c'est Chniachvili, c'est un Géorgien. C'est toujours le même itinéraire, il était soldat de l'armée rouge, il est fait prisonnier en 1942 en Ukraine, il se retrouve ensuite comme travailleur forcé dans les camps d'abord en Crimée en Ukraine, puis en Roumanie, et finit par arriver dans le sud de la France. Au sud du Massif central, dans le secteur de Carmaux, aujourd'hui ça n'existe plus, mais à l'époque il y avait beaucoup de mines dans cette région, et donc Vartan travaille dans les mines de Carnot. Il est contacté par les communistes locaux qui vont lui permettre, après le débarquement allié de 1944, de rejoindre les maquis FP locales. C'est le premier de son camp de travail à déserter, mais après lui, quasiment tous les soviétiques qui se trouvent dans le camp où il était vont le rejoindre. Il y a comme ça 160 Géorgiens qui vont rejoindre les FP et le commandant Vania va devenir le chef du détachement soviétique. Il va combattre les Allemands nazis en août 1944 et participer à la libération de Carmaux le 18 août 1944. Ensuite, il participera à la libération de Toulouse. De la prise de Berlin et l'abdication des nazis le 8 mai 1945, 9 mai horaire de Moscou, et jusqu'en 1991, on observe un certain silence médiatique vis-à-vis de l'Occident concernant tous les exploits de guerre russes et soviétiques qui seront déclassifiés plus tard officiellement, témoignant de cette époque charnière pour notre futur à tous.